consacré aux dernières actualités sociales et juridiques. Merci de me rejoindre donc sur ce webinaire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous rappelle que ce webinaire est en direct, qu'il est enregistré pour pouvoir être ensuite rediffusé sur notre chaîne YouTube et sur notre site CSE Assist. Donc, vous pouvez revoir ce webinaire en allant sur notre site. Vous pouvez aussi interagir avec moi en me posant vos questions ou me faisant part de vos observations sur la petite capsule de chat en bas de votre écran. Vous pouvez taper votre message parce que là, la vidéo donc est enregistrée uniquement sur moi pour des soucis donc de droit à l'image et de confidentialité pour vous. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas et donc la seule manière d'interagir avec moi, donc, c'est de me poser vos questions à l'écrit. Donc, je vais dérouler les arrêts de Cour de cassation que j'ai sélectionnés pour vous. Et puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à taper ce dont vous avez besoin en bas de votre écran. Alors, on va commencer. Je vais partager avec vous un nouveau. Je vous ai mis en partage un petit document qui est donc une synthèse de ce qu'on va dérouler aujourd'hui. Donc, normalement, vous y avez accès dans les fichiers. Vous avez donc le format PDF de la synthèse des arrêts de Cour de cassation avec les références sur tous les numéros de pourvoi et tout ça, si jamais vous avez besoin de vous en servir, d'aller les récupérer. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer comme ça. Dites-moi si vous n'arrivez pas à le récupérer. Et puis sinon, on va du coup, voilà, on va pouvoir y aller. Hop. Alors, j'ai un premier arrêt de Cour de cassation dont je voulais vous parler parce que c'est un arrêt qui est très très important. Ça concerne le harcèlement moral et ça concerne le harcèlement moral institutionnel. C'est une première. Cette notion de harcèlement moral institutionnel découle des fameuses affaires France Télécom. Vous savez, vous vous souvenez, dans la fin des années 2000, il y avait eu des gros cas de RPS, de harcèlement, de mauvais climat social qui ont emmené jusqu'à certains salariés au suicide. Et donc, depuis, il y a plusieurs affaires donc, qui sont allées jusque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et on a pour la première fois, dans un arrêt donc, qui est récent, du 21 janvier 2025, j'ai récupéré le numéro de pourvoi ce matin, c'est le numéro 22-87.145, qui vient nous donner la définition donc, du harcèlement moral et plus précisément du harcèlement moral institutionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dirigeants d'une société qui peuvent être sanctionnés pénalement pour avoir commis donc des faits de harcèlement dits institutionnels, c'est-à-dire qui résultent en fait d'une politique d'entreprise qui conduirait, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés. Donc là, on a vraiment des notions bien particulière à retenir, c'est qu'il doit y avoir la mise en cause donc, du référent et du supérieur hiérarchique, des responsables, des représentants légaux des entreprises qui sont au courant qu'il y a un mauvais climat social, qu'il y a une dégradation des conditions de travail et qui sciemment maintiennent, entretiennent, favorisent voire même développent encore plus ces mauvaises conditions de travail et cette dégradation des conditions de travail. Donc, suite à ça, ils sont du coup aussi en défaut vis-à-vis de leurs obligations de sécurité et en matière donc, de santé, sécurité et conditions de travail vis-à-vis des employeurs, de leurs salariés, puisque je vous rappelle que l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Et là, donc dans ce fameux arrêt, on vient nous dire que quand bien même il n'y a pas d'action particulière, ciblée, répétée sur une personne ou sur une collectivité de personnes, le simple fait, mais déjà très grave, hein, c'est une façon de parler, d'avoir une politique d'entreprise qui d'elle-même met en cause et nuit aux conditions de travail des salariés, donc fait reconnaître le caractère de harcèlement moral institutionnel. Donc on va certainement avoir dans les semaines ou dans les mois à venir cette notion qui va ressortir, d'autres cas qui viendront confirmer donc cette nouvelle, cet arrêt qui est assez inédit en la matière. Ensuite, nous avons un arrêt qui parle de l'expertise du CSE. Vous savez que vous, en tant qu'élu du CSE, vous avez le droit d'avoir recours à l'expertise, notamment dans le cadre des consultations récurrentes annuelles. Vous pouvez faire appel à votre droit d'expertise dans d'autres cas sur des consultations ponctuelles ou en cas de droit d'alerte. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre donc d'une expertise à l'occasion d'une consultation annuelle où il y avait des documents donc, qui étaient demandés par l'expert comptable et c'est des documents qui étaient demandés sur plusieurs années. L'employeur a contesté. C'est allé jusqu'en cour de cassation. Et les juges en cour de cassation sont venus nous préciser que même dans le cas d'une expertise, et même si des documents anciens permettaient et ou étaient nécessaires à l'expertise selon l'expert, le périmètre des demandes de documents devait se caler sur celui de la BDESE. C'est-à-dire qu'on a les informations qui sont fournies dans la BDESE qui doivent porter sur les 2 années précédentes et l'année en cours. Les juges sont venus nous dire que même dans le cas d'une expertise, les documents qui sont demandés par l'expert devaient eux aussi se caler sur ce périmètre-là en termes de temps. Donc, on ne pouvait pas remonter au-delà des 2 années et de l'année en cours, même si les documents demandés par l'expert étaient potentiellement légitimes. Donc, je vous invite à regarder donc, dans le support, c'est un arrêt aussi récent hein, du 8 janvier 2025, pourvoi numéro 23-19.403. Hop, n'hésitez pas au fur et à mesure, comme je vous disais, donc à taper vos questions, vos observations si besoin, à me dire si vous n'arrivez pas à récupérer aussi le support. Autre arrêt de cour de cassation qui date du 15 janvier, donc pareil, il est récent. En cas de licenciement, on nous dit qu'un salarié peut être tenu de rembourser à son employeur certaines sommes, même si il n'a pas été licencié pour faute lourde ou même si la faute lourde n'est pas reconnue. Il y avait un principe jusqu'à présent et là, on vient nous expliquer qu'il n'y a pas besoin en fait de faute lourde pour qu'un salarié soit condamné à rembourser des sommes indues. Bon, là, en l'occurrence, c'était des remboursements de frais professionnels. Le salarié avait fait des fausses notes de frais et avait demandé des frais professionnels plus importants. L'employeur ensuite s'en était rendu compte et avait demandé le remboursement. Le salarié ne l'avait pas fait et le salarié, donc, devant la Cour de cassation, a été condamné à rembourser ces sommes-là puisqu'elles étaient considérées comme indues, quand bien même il n'y aurait pas eu donc, de faute lourde. Et on vient aussi nous préciser dans un arrêt du 14 janvier, donc de la veille de celui-là, que l'employeur pouvait aussi obtenir de façon plus générale réparation de dommages qui étaient causés suite à une infraction pénale, quand bien même, encore une fois, il n'y aurait pas de faute lourde ou même une intention de nuire de la part du salarié. Il peut y avoir une infraction, par exemple, au code de la route, par un salarié parce qu'il était en infraction et donc soit en état d'ébriété, soit en excès de vitesse avec le véhicule de société. Le salarié peut être licencié et si les dommages causés
suite à cette infraction sont demandées donc en termes d'indemnité par l'employeur, les juges devant la Cour de cassation font obtenir gain de cause à l'employeur, quand bien même le licenciement ne serait pas pour faute lourde, ou quand bien même l'intention de nuire ne serait pas retenue ou ne serait pas avérée. Petite piqûre de rappel concernant le droit des stagiaires. Là, il n'y a pas eu d'arrêt de Cour de cassation. Par contre, il y a des nouvelles règles pour 2025. Donc, je voulais vous les donner parce que vous pouvez être, vous, confronté à cette situation dans votre entreprise. Si vous avez des stagiaires, en tant qu'élu du CSE, vous devez être au courant qu'ils ont une gratification obligatoire à partir du moment où le stage dure plus de 2 mois. Que le stage de 2 mois soit consécutif ou non. Par contre, quand il fait moins de 2 mois ou 2 mois pile, la gratification n'est pas obligatoire. Il faut vérifier par contre s'il n'y a pas quelque chose dans votre convention collective ou dans un accord d'entreprise. Et là où c'est très important que vous sachiez, c'est que le stagiaire doit bénéficier de certains avantages comme tous les autres salariés, si ces avantages, bien sûr, sont présents dans l'entreprise. Notamment le remboursement de l'abonnement de transport à hauteur de 50%, l'accès au restaurant de l'entreprise ou au ticket resto s'il y en a dans l'entreprise, hein, bien sûr, et surtout aux activités sociales et culturelles sans condition d'ancienneté. Donc, je vous ai mis les articles du Code de l'éducation qui le prévoit, puisque quand on est sur le statut de stagiaire, c'est le Code de l'éducation qui s'applique. Faites super attention, vous ne pouvez pas exclure les stagiaires de vos ASC, de vos activités sociales et culturelles. Et sans condition d'ancienneté, on va y revenir, cette condition d'ancienneté, elle saute pour l'ensemble des salariés. Je vais vous repréciser ça tout à l'heure. Autre arrêt de Cour de cassation, en cas d'inaptitude et de reprise du paiement des salaires. Je vous rappelle la règle, c'est qu'un salarié qui serait déclaré inapte par la médecine du travail, que ça soit un caractère professionnel ou non professionnel, l'employeur a 1 mois, soit pour le reclasser, si une mesure de reclassement est envisagée dans le cadre de l'avis du médecin du travail, ou alors pour envisager donc la rupture de son contrat de travail. Si jamais dans le mois, il ne l'a ni reclassé ni licencié, il doit reprendre ses salaires. Et là, on vient nous dire, donc dans un arrêt du 18 décembre 2024, que la non-reprise du paiement des salaires au-delà donc, du délai imparti, donc les fameux 1 mois, constitue un manquement grave qui justifie la rupture au tort de l'employeur. On est venu confirmer cette notion que si l'employeur se met en défaut et ne reprend pas les salaires à l'issue du mois, c'est constitutif d'un manquement grave. Donc, le salarié est en droit d'aller saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et évidemment le paiement des salaires. Là, on est sur quelque chose de très excessif parce que le salarié a été maintenu sans procédure de licenciement dans l'entreprise pendant presque 1 an. Donc, il n'a eu ni salaire, ni procédure de rupture. Donc, le temps qu'ensuite il fasse les démarches devant les juges, il y a eu donc cette condamnation donc avec la rupture au tort de l'employeur. Autre arrêt, cette fois-ci, c'est une décision du Conseil d'État du 18 décembre 2024 concernant la petite nouveauté relative à la présomption de démission quand on est en absence injustifiée. Je vous rappelle, pareil, la règle, c'est que jusqu'à il y a quelque temps, quand on était en absence injustifiée, l'employeur avait l'obligation donc de demander de justifier de l'absence et à défaut pouvait envisager un licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave pour cette absence injustifiée, à partir du moment donc, où ça nuit à l'entreprise, à l'organisation de l'entreprise, des équipes et tout ça, ce qu'on appelle plus ordinairement l'abandon de poste. Mais attention, un abandon de poste, c'est pas vraiment une absence injustifiée. L'abandon de poste, d'un point de vue juridique, c'est on est arrivé à son poste de travail et on l'a quitté. Alors que là, quand on parle d'absence injustifiée, c'est on n'est même pas venu le matin se présenter à son poste, on ne vient plus du tout. Et puis, il y a eu une petite réforme, c'est qu'on nous dit que l'employeur n'est plus obligé de passer par la phase licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave en cas d'absence injustifiée.
l'employeur peut considérer le salarié comme démissionnaire à partir du moment où le respect d'une procédure bien spécifique a été suivi. Donc, pour faire valoir la présomption de démission, on vient nous préciser dans cette décision du Conseil d'État que l'employeur a bien l'obligation de respecter la procédure légale et qu'il doit du coup informer le salarié par mise en demeure des conséquences de son absence injustifiée. Et que du coup, à défaut, sans mise en demeure et sans cette précision des conséquences de son absence injustifiée, la démission ne pourra pas être présumée. Donc, on ne pourra pas partir sur cette procédure de considérer le salarié comme démissionnaire avec évidemment toutes les conséquences qui en découlent lors de la rupture du contrat. Donc il y a deux choses, c'est soit l'employeur part sur la procédure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave, soit il part sur le principe de la démission. Dans ce cas-là, il doit envoyer d'abord un premier courrier où il demande au salarié de justifier son absence. Si le salarié ne répond pas à ce courrier, il va envoyer une mise en demeure et ce courrier doit bien s'appeler mise en demeure en précisant bien dans ce courrier que le salarié est absent depuis telle date, qu'on lui demande de justifier son absence et que si jamais il ne justifie pas de son absence, le salarié sera considéré comme démissionnaire. Si ce n'est pas écrit, l'employeur ne pourra pas aller au bout de sa procédure de considérer le salarié donc comme démissionnaire. Donc ça, c'est une décision du Conseil d'État du 18 décembre 2024. Encore une fois, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints en cours que vous pouvez me faire part de vos messages et de vos questions sur la petite capsule de chat en bas de votre écran et que vous avez accès à une synthèse et aux documents dans les fichiers. En bas, vous avez public, l'équipe et les fichiers. Les fichiers, vous avez une petite icône, un petit point, un 1 en rouge. Vous avez donc la possibilité d'accéder aux fichiers que pour avoir une synthèse de tous ces arrêts de Cour de cassation. Pardon. Autre arrêt important de la Cour de cassation en chambre sociale qui date du mois de décembre, du 11 décembre 2024. Là, c'était le cas de la rupture du contrat où on a dispensé en fait le salarié d'effectuer son préavis. On doit quand même, bien sûr, l'indemniser comme s'il avait travaillé pendant cette période de préavis, puisque c'est l'employeur qui le dispense. Attention, quand c'est le salarié qui demande à être dispensé et que l'employeur accède à sa demande, là, on n'a pas l'obligation de maintenir le salaire. Par contre, quand l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il doit l'indemniser comme s'il avait travaillé. Ce qui implique ainsi le paiement de la partie fixe de sa rémunération, de son salaire de base, mais aussi l'éventuelle partie variable, quand il y en a une, je pense notamment à des commerciaux, quand il y a une partie variable sur la rémunération, elle doit aussi être maintenue dans le paiement donc, de l'indemnité de préavis lorsque l'employeur donc, dispense le salarié d'effectuer ce fameux préavis. Un autre arrêt du 8 janvier de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui vient aussi vous concerner et vous impacter directement vous en tant qu'élu du CSE. Faites attention en cas de cumul d'accords. C'est-à-dire quand on a plusieurs accords qui traitent d'un même avantage. Attention, je parle bien d'un même avantage. Il n'y a pas de cumul des avantages qui ont le même objet et la même cause. On a toujours ce principe en droit du travail, du principe de faveur. C'est-à-dire qu'en cas de concours entre la convention collective, des accords collectifs, quels qu'ils soient, seule la mesure la plus favorable ou seul l'accord le plus favorable va s'appliquer, sauf disposition contraire, bien sûr. Et donc, on ne va pas avoir un cumul à partir du moment où on parle du même objet, de la même cause concernant un avantage. On peut avoir plusieurs accords qui vont parler d'avantages différents et eux, bien sûr, vont venir s'appliquer de façon cumulative. Par contre, s'il venait à y avoir une négociation au-delà de ce qui est prévu dans la convention collective et que ça vienne se superposer, on prendra automatiquement le plus favorable pour les salariés. Encore une fois, sauf disposition contraire. Donc, veillez bien dans le cadre de vos négociations et dans le cadre surtout de vos travaux préparatoires à cette histoire donc de cumul d'accords.
Un autre arrêt de la Cour de cassation qui, là où je viens aussi vous rappeler, c'est une mesure très importante pour vous, pour les élus du CSE, c'est la fameuse condition d'ancienneté pour attribuer les activités sociales et culturelles, les ASC. Je vous rappelle que vous êtes sur une année charnière, vous les élus du CSE de plus de 50 salariés, parce que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous mettre en conformité et pour supprimer tout critère lié à l'ancienneté des salariés pour verser les ASC. C'est un critère qui a été jugé discriminatoire, qui date maintenant du mois d'avril 2024, ça est passé en cours de cassation, et on a nos fameuses lettres URSSAF qui viennent rappeler cette règle, qui sont venues la rappeler déjà dès 2024, et dans la lettre URSSAF 2025, on vient nous confirmer que les élus du CSE n'ont plus le droit de retenir le critère de l'ancienneté pour attribuer ou pas des activités sociales et culturelles. Donc faites super attention, notamment pour les chèques cadeaux en fin d'année, c'est l'exemple le plus classique. Vous ne pouvez plus maintenant retenir donc un critère d'ancienneté. Tous les salariés doivent être concernés. Je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Je n'ai pas mis ces arrêts dans la synthèse parce qu'ils sont juste, ils sont tombés hier. Je voulais juste vous rappeler, parce qu'ils sont vraiment importants, que on a eu un arrêt de Cour de cassation donc du 22 janvier, pourvoi numéro 23-18.124, qui concerne des propos dégradants à caractère sexuel. On nous dit que ces propos dégradants à caractère sexuel peuvent justifier la rupture du contrat de travail, mais les juges considèrent que ça ne rend pas forcément pour autant le maintien du salarié impossible dans l'entreprise pendant le préavis, et que donc il n'y a pas forcément de faute grave. Il va falloir faire très attention à cette nuance-là, parce que là, par exemple, les juges ont retenu le caractère unique de cet incident et les qualités professionnelles donc de l'intéressé. C'est-à-dire que là, on était dans le cas de figure d'un supérieur hiérarchique qui a 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui n'a jamais été sanctionné, qui n'a jamais été inquiété d'une mesure disciplinaire à son encontre, et qui, une fois, a tenu des propos dégradants à caractère sexuel à un salarié. L'employeur a entamé une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire. Le salarié a attaqué donc au prud'homme, c'est allé jusqu'en cour de cassation, et on a retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée, que par contre le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible, parce que il y a eu donc un événement isolé, et que sur l'ensemble de sa carrière le salarié n'était pas connu pour des faits similaires. Et du coup, ils n'ont pas retenu l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, et donc pas de faute grave. Donc on fait attention, parce que ça va être vraiment au cas par cas. Donc vous, pareil, en tant qu'élu du CSE, il faudra vraiment tenir compte de la situation sur chaque cas de figure, et pas faire de généralité concernant des propos de harcèlement, des propos dégradants, des propos à caractère sexuel, et surtout des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Donc ça, c'était un arrêt qui était important. On a un autre arrêt concernant la perte du permis de conduire pour excès de vitesse. C'est pas forcément une faute grave. Je rappelle que le fait d'avoir le permis de conduire pour certains postes n'est pas une condition essentielle du contrat de travail. Donc le fait de ne plus l'avoir ne peut pas forcément aboutir systématiquement à une faute grave. La perte du permis de conduire peut justifier un licenciement. Par contre, il faut vérifier dans les conventions collectives, parce qu'on a certaines conventions collectives qui prévoient que si la perte est temporaire, le salarié peut être occupé autrement, ou alors que la seule perte du permis de conduire sans préjudice pour l'entreprise ou quoi que ce soit ne peut pas justifier à elle seule la rupture du contrat de travail.
il faut faire attention parce que si les faits interviennent en dehors du travail, le licenciement sera non disciplinaire et il sera justifié uniquement s'il existe un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut être vigilant aussi là-dessus. Si le retrait du permis intervient pour des faits commis pendant le temps de travail, là, par contre, il peut y avoir sanction disciplinaire et même une faute grave. On a des arrêts très anciens, notamment un arrêt du 24 janvier 91 qui vient nous confirmer cette mesure. Mais la gravité de la faute est toujours appréciée par les juges. Donc ici, les juges ont considéré qu'il y avait eu effectivement un gros excès de vitesse, qu'il y avait eu un retrait de permis de plusieurs mois pour un salarié qui était un technico-commercial itinérant, mais que par contre, la faute grave ne se justifiait pas parce que le salarié déjà avait proposé des solutions alternatives pour venir travailler, n'avait pas d'antécédents, et qu'il avait une ancienneté dans l'entreprise sur laquelle on ne relevait pas d'autres incidents ou d'autres infractions au code de la route. Il n'y avait pas de mise en cause ou de défaut en termes de prévention des risques routiers à lui reprocher. Donc, du coup, la faute grave n'a pas été retenue dans ce cas de figure. Elle peut l'être dans d'autres cas de figure. Donc là encore, on vient nous dire qu'il ne faut surtout pas faire de généralité en matière disciplinaire et il faut vraiment tenir compte de chaque situation et aussi des antécédents du salarié. Donc ça, c'est un arrêt du 22 janvier 2025 aussi, numéro de pourvoi 23-20.792. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous invite sur ces dernières minutes de webinaire à me faire part de vos questions si jamais vous en avez. Alors, pour le critère d'ancienneté dans le versement des ASC, est-ce que par exemple les chèques cadeaux doivent être distribués au prorata du temps de présence ou avec le même montant pour l'ensemble des salariés? Alors, effectivement, ce critère d'ancienneté ne doit pas revenir à exclure certains salariés. Par contre, on pourrait tout à fait envisager une ventilation et donc dire que le montant du chèque cadeau peut être modulable au prorata du temps de présence. Ça, c'est quelque chose qui peut encore être retenu. Ou alors, vous ne prenez pas le risque et vous versez le même montant à tout le monde à partir du moment où les salariés sont présents au moment où vous versez donc le chèque cadeau dans l'entreprise. On aura certainement des décisions de l'URSSAF en cas de contrôle, par exemple, ou en cas de demande de rescrit. C'est quand on écrit à l'URSSAF avant un contrôle, justement, pour avoir le principe, pour avoir la règle, pour avoir leur position et pour appliquer au mieux. On aura aussi certainement quelques jurisprudences en la matière. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est. Là, on est vraiment, par contre, sur le critère de « on ne peut plus retenir un critère d'ancienneté pour exclure donc, les salariés ». Ça serait discriminatoire. De rien. J'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin d'un accompagnement en tant qu'élu du CSE. Vous voyez aussi dans le support que je vous ai préparé que vous pouvez bénéficier aussi de formations. Donc, n'hésitez pas, on a des partenaires dédiés pour ça. Si vous voulez donc approfondir vos connaissances sur tel ou tel sujet ou être accompagné dans vos missions au quotidien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un webinaire qui est consacré à la loi sur le partage de la valeur, parce que pareil, on est sur une année charnière. La loi sur le partage de la valeur, c'est pas que la fameuse prime Macron. On a tout un panel de mesures qui doivent être mises en place dans les entreprises selon les effectifs, selon le résultat de l'entreprise et tout ça. Donc, je vous invite à vous inscrire sur ce prochain webinaire. Et puis, notre fameux webinaire mensuel sur les activités sociales et juridiques qu'on retrouve aussi au mois de février. En attendant, n'hésitez pas à contacter nos équipes. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la permanence d'assistance aux élus du CSE. Ce sont des permanences qui sont gratuites
et au cours desquels vous pouvez me faire part de vos cas de figure, des problématiques que vous rencontrez. C'est un B2B, hein, donc on est vraiment en rendez-vous complètement personnalisé. Je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir de vous revoir sur les prochains webinaires.